Merci. Je lance ma présentation. Bien, vous allez voir qu'il y a un lien, au moins pour une partie de ce que je vais dire, tout à fait important avec l'exposé que nous venons de voir. Alors, d'abord, je suis très content d'être ici, dans cet amphithéâtre magnifique. Je vais essayer d'illustrer, en fait, des problématiques de matières premières que nous avons au niveau industriel et le lien avec les procédés. Donc, en fait, il va y avoir... c'est une façon aussi pour vous de découvrir nos procédés ou quelques-uns des procédés que nous utilisons. Et j'essaierai d'expliquer les défis que nous avons en termes de matières premières et la façon dont nous essayons d'y répondre. Alors d'abord, je suis très fier, pour ceux qui ne le savent pas, de vous annoncer que l'entreprise Saint-Gobain fête ses 350 ans. C'est une des plus anciennes entreprises industrielles du monde. C'est en 1665 qu'elle a été créée par Louis XIV à Colbert dans les premières manufactures royales. Hein. C'était la manufacture royale des glaces. À l'époque, les miroirs de grande taille s'appelaient des glaces. Et donc, ça a été pour industrialiser la France, faire venir un procédé de Venise, puisque c'était le seul endroit où on savait faire à cette époque des glaces de grande taille, et commencer à concurrencer les Anglais qui avaient une certaine avance à cette époque. Donc, vous voyez ici la lettre patente signée par la main de Louis XIV, qui a été à l'origine de la manufacture royale des glaces, qui a donné ensuite Saint-Gobain. Et alors, de façon très intéressante, le nom de Saint-Gobain est en fait directement lié aux matières premières, comme nous l'a expliqué Madame. Les verriers, et ça a été le cas du choix du site de Saint-Gobain en 1697, quelques années après la création de Saint-Gobain, de choisir un endroit pas loin de Paris, où on pouvait avoir des forêts pour avoir de la chaleur, le feu, du sable pour évidemment avoir la matière première, et l'Oise qui permettait de descendre sur Paris les produits directement. Donc le choix du nom de Saint-Gobain est en fait directement lié à une problématique de matière première, et donc la manufacture royale des glaces, qui s'est ensuite appelée manufacture royale de Saint-Gobain en 1697, a débuté sa vie, est située sur le site du village de Saint-Gobain au nord de Paris, pour ces raisons-là. Longue histoire, je ne vais pas, évidemment, il n'est pas question que je vous en parle. Vous avez un site, 350 ans de Saint-Gobain, que vous pouvez trouver avec une exposition virtuelle, avec des tas d'informations, y compris des petits films qui décrivent la fabrication du verre au XVIIIe siècle à l'usine de Saint-Gobain, qui sont absolument magnifiques et qui vous permettra tout à fait, pour les gens intéressés, de voir y compris la préparation des matières premières, l'épluchage de l'argile, qui permet d'avoir une matière première propre pour fabriquer du verre. Alors, mon propos est un peu différent. Mon propos est donc d'essayer de faire ce lien entre procédés et matières premières. Et je vais l'illustrer par quelques exemples, et je tiendrai l'horaire pour que Georges ne soit pas inquiet sur la suite. Alors, un programme, vous allez voir, qui va nous faire passer du gypse. Alors, je ne vais pas parler du verre. Hein. Denis Petimer, hier, pour ceux qui étaient là, vous a fait un exposé sur le verre. Donc, c'est le matériau que je ne vais pas aborder parce qu'il a été largement abordé hier dans l'exposé de Denis Petimer, qui est notre directeur industriel de l'activité vitrage. Alors, premièrement, je remonte donc à cette époque lointaine où Saint-Gobain a été créé pour faire des miroirs de grande taille. Et un premier problème de matière première lié au miroir. Alors, les miroirs, ça se faisait à l'époque par, non pas de l'argenture, comme est le procédé moderne, mais par un amalgame de mercure et d'étain qui se situe à l'extérieur. C'est un procédé qui venait des Chinois, qui a été importé ensuite et qui effectivement a été utilisé à Venise au dos de verre de grande taille et de qualité suffisante pour faire un miroir, qui était en général de meilleure qualité que le verre que l'on utilisait pour faire des vitrages, enfin des vitres des immeubles. Au Marais, vous retrouvez quelques-unes de ces vitres anciennes avec beaucoup de bulles, une optique pas très bonne, etc. Et la durée de vie d'un ouvrier qui faisait cet amalgame et qui le déposait était environ de 10 ans. Et donc, quelques années plus tard, il a fallu attendre le milieu du XIXe siècle pour qu'on interdise l'utilisation du mercure et qu'on passe à l'argent et éventuellement à l'aluminium. Donc, vous voyez, des problèmes de matières premières qui peuvent être liés à des problèmes, ce qu'on appelle maintenant EHS, c'est-à-dire environnementaux ou santé, on en verra quelques-uns. Voilà, donc je pars avec l'histoire des miroirs, bien évidemment, parce que les miroirs de la Galerie des Glaces de Versailles a été une des premières commandes publiques importantes pour la manufacture royale des glaces. Alors, on va voir un certain nombre de problèmes, celui que je viens de décrire avec des problèmes EHS, mais je vais passer à des problèmes d'adaptation de qualité. Nous avons dans l'industrie un problème constant, qui est que la qualité des matières premières
généralement liée à un problème de coût que nous avons, est de moins en moins bonne, et pourtant nous devons faire des produits de mieux en mieux. Donc il y a une adaptation à faire à travers nos procédés, de faire des produits meilleurs avec des matières premières qui sont moins bonnes. Et c'est, comme vous allez le voir et illustrer sur quelques exemples, un point important. Bien évidemment, nous avons un problème de l'accessibilité de certaines matières premières qui soit sont difficiles d'accès dépendant du lieu, soit tout simplement, comme on l'a vu et comme on le verra de plus en plus dans les années à venir, eh bien, on voit d'épuisement. Et donc, on a une problématique à résoudre autour de ces accessibilités. Des problèmes environnementaux, j'en prendrai quelques-uns. Évidemment, le CO2 est au cœur de nos préoccupations. Je vous décrirai quelques-uns des exemples. Voilà. Et puis, je finirai en parlant un tout petit peu de recyclage. J'ai compris que vous aviez eu des exposés sur le recyclage, mais c'est évidemment un des points très, très importants pour tous les matériaux que fabrique une industrie comme Saint-Gobain. Alors, on va commencer par la fonte et par cette magnifique société qui... je ne dirais pas a rejoint Saint-Gobain, parce que c'est plutôt Saint-Gobain qui a rejoint Pont-à-Mousson dans les années 70. Et donc cette société Pont-à-Mousson, qui est une société qui a été créée un peu plus tard, au XIXe siècle, qui fabrique des tuyaux de fonte, c'est une société dont l'objectif principal est de travailler dans le domaine de l'eau par la fabrication donc, de ces tuyaux de fonte. Alors la fonte, qu'est-ce que c'est ? Bon, je ne vais évidemment pas, vous avez, je pense, ça tous en tête. C'est essentiellement un minerai de fer qui a été réduit pour former par une réaction de réduction. Cette réaction de réduction se fait avec du charbon, et selon la quantité de carbone que l'on laisse, ça vous fait du fer, de l'acier ou de la fonte étant à un taux de carbone un peu plus élevé que l'acier. Et cet excès de carbone donne des propriétés tout à fait spéciales, avec une fonte qui peut être à la fois ductile ou grise, et qui permet d'avoir un certain nombre de propriétés qui sont particulièrement bien adaptées. Alors comment est-ce qu'on fabrique la fonte ? On fait un haut fourneau qui réduit le minerai de fer, et puis ensuite on fait des traitements. Il y a deux voies, vous voyez ici, je le fais avec la souris de l'ordinateur, si j'arrive, voilà. Une voie qui amène directement à la fabrication des tuyaux, et une voie qui permet de garder de la fonte, de la refroidir, ensuite de la réutiliser dans des cubilots pour éventuellement faire plus tard des tuyaux. Alors, le point important, c'est qu'un tuyau de fonte se fabrique d'une façon extraordinaire pour les gens qui ont la chance de visiter une usine de tuyaux de fonte. Alors, le dernier haut fourneau de fonte est à Pont-à-Mousson, en Europe. Il n'y en a plus qu'un au fourneau de fonte, il est à Pont-à-Mousson. Par contre, on fabrique des tuyaux à d'autres endroits, en utilisant justement des cubilots. La fonte fondue arrive dans une espèce de gros cylindre. Ce gros cylindre est en fait un cylindre d'acier refroidi avec de l'eau, qu'on appelle une coquille, et par centrifugation, ce cylindre tourne, et la fonte en fusion tombe sur les parois de ce cylindre qui est en rotation, et fabrique par centrifugation un tuyau. Alors j'ai prévu de montrer deux petits films qui sont spectaculaires. Voilà. Alors ce que vous voyez ici, c'est la fonte en fusion qui tombe, vous ne le voyez pas, mais vous le devinez par la forme qu'elle prend, qui tombe sur la coquille. Et vous avez donc cette fonte, c'est évidemment de la prise très très rapide, c'est ce qui vous donne cette impression de lenteur de l'image. C'est pris avec une caméra à prise rapide. Et ce que vous voyez, c'est cette fonte qui est comme de l'eau, en quelque sorte, qui vient se plaquer sur le tuyau, sur la coquille d'acier qui est refroidie par de l'eau et forme ça. Vous avez le film suivant vous le montre tout à fait aussi. Alors là, il faut attendre un peu parce que c'est pris avec un autre angle pour que vous voyez ce liquide qui est de la fonte fondue, la façon dont il se répartit sur la coquille. Alors ça a été, la première fois que ces images ont été vues par nos spécialistes de la fonte, ils ont été extrêmement surpris parce qu'ils n'imaginaient pas que ce liquide s'étalait de la façon dont il s'étale, avec tous ces trous, etc. Ils pensaient que dans leur vision, c'était plus visqueux, et ça ne l'est pas. La fonte fondue a la viscosité de l'eau, et évidemment, c'est exactement comme si vous mettiez de l'eau dans un tuyau en train de tourner. Voilà, vous voyez ce magnifique formation du début de la formation d'un tuyau. Alors, il y a de nombreux problèmes avec la fonte, mais il y en a un, c'est celui que je vous ai décrit tout à l'heure, qui est particulièrement important, c'est le fait que la qualité du minerai de fer, la qualité du charbon, et on le verra sur un point particulier, la qualité des ajouts que nous faisons, dans le cas présent c'est de la ferraille, eh bien elle se dégrade, et cette qualité se dégradant, cela pose des problèmes de procédé que l'on doit ajuster. Donc je vais vous prendre juste un exemple, parce que je ne peux pas vous traiter tous les problèmes, il y en a de nombreux. C'est celui du fait que vous ajustez
dans un tuyau de fonte, le taux de carbone, qui généralement est un peu élevé, vous le rabaissez en rajoutant de la ferraille, donc en rajoutant du fer, qui a par définition moins de carbone. Et la qualité de la ferraille que nous ajoutons s'est énormément dégradée du fait du coût de la ferraille, et donc nous ajoutons des ferrailles de plus en plus chères, et nous essayons par le procédé d'éviter ça. Alors au lieu, l'idée que nous avons, c'est un sujet de recherche en développement qui n'est pas abouti, l'idée que nous avons, c'est au lieu d'abaisser le taux de carbone par dilution avec de la ferraille à partir de la fonte que nous produisons, l'idée, c'est de brûler en quelque sorte le carbone supplémentaire sans avoir besoin d'ajouter de ferraille par un procédé in situ qui permet, en ajoutant de l'oxygène, de faire brûler une partie du carbone et d'ajuster comme cela le taux de carbone à la bonne valeur, ce qui nous évite de rajouter de la ferraille et donc d'acheter cette matière première qui, malgré tout, est chère et de plus en plus polluée par d'autres métaux qui viennent nous embêter par ailleurs dans les propriétés de la fonte. Voilà un exemple de problématique de matière première. Un autre exemple, le gypse. Alors là, c'est un problème de ressources. Alors, procédé gypse, vous avez ici une ligne, je vois que j'ai un instrument qui va beaucoup m'aider. Alors, le gypse, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, on va le voir tout à l'heure, c'est un matériau infiniment recyclable. Le gypse, c'est la plaque de plâtre, c'est du plâtre, et qu'est-ce qu'on fait? On prend du gypse, donc qui est le matériau naturel, on évapore un peu d'eau, et cette eau évaporée permet de fabriquer un objet qui est une poudre déshydratée, en quelque sorte, et on refabrique du gypse pour faire ce qu'on appelle des plaques de plâtre, ou le plâtre, en remettant de l'eau. Donc il n'y a pas plus simple comme procédé. Le procédé consiste à prendre un minerai, lui ôter un peu d'eau, lui en faire une poudre. Cette poudre recristallise sous forme d'aiguille qui donne une certaine consistance, en quelque sorte, au matériau qui recristallise, et ça permet de faire du plâtre. Et on peut le faire même plusieurs fois de suite. Alors, donc, ici, vous injectez à ce niveau-là ce liquide avec cet excès, cette poudre dans laquelle vous avez remis de l'eau. Évidemment, ça met un certain temps à prendre, dans un premier temps. Donc, la longueur de la ligne, c'est le temps qu'il faut pour cette plaque de plâtre pour prendre, au sens mécanique du terme. Ensuite, vous pouvez la couper, et après, il faut la sécher dans des sécheurs qui font le chemin inverse. Comme c'est beaucoup plus lent, il y a plusieurs couches, dans le sens inverse. Et vous avez vos plaques de plâtre à la fin qui sont finies. Donc, vous voyez, ça paraît assez simple. C'est très impressionnant parce que la ligne peut avoir 300 mètres de long et la longueur de la ligne vous donne la productivité de la ligne, puisque plus elle est longue, plus vous pouvez aller vite. Et en quelque sorte, c'est une façon de régler la productivité. Alors, le source de gypse. Alors là, on est vraiment dans une problématique d'accessibilité de la matière première. Historiquement, il y a évidemment du gypse, qui se trouve dans certains endroits. Bon, vous êtes géologue, pas moi, donc vous savez très bien où on trouve le gypse. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau, évidemment, à l'endroit. Encore que nous avons des mines de gypse en Russie, dans lesquelles nous pompons beaucoup comme les Shadok, parce que ce n'est pas facile d'accès. Et l'autre forme de gypse que l'on obtient, c'est ce qu'on appelle un gypse synthétique, qui est obtenu... Alors le gypse, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que c'était du sulfate de calcium, vous le savez, et donc ce sulfate de calcium est obtenu par désulfurisation du charbon, en particulier dans les usines de charbon qui fabriquent de l'électricité, parce que c'est des grandes quantités. Donc vous savez qu'on élimine, pas dans tous les pays, ce n'est pas le cas justement de la Russie, on élimine le soufre du charbon sous forme SO2 et on l'élimine, on le sépare pour ne pas le mettre comme effet, sinon vous avez des problèmes de pluie acide et de pollution. Vous récupérez ce SO2, vous en faites du sulfate, et avec ça vous le faites précipiter sous forme de sulfate de calcium, et vous avez donc un gypse synthétique. C'est une autre source importante de gypse pour fabriquer des plaques de plâtre. Alors le problème, c'est que, on va le voir ici, voilà la place des grosses mines, des grandes quantités de mines de gypse. Alors vous voyez, comme bien sûr, ce n'est pas très bien réparti. En particulier, vous n'en avez quasiment pas en Amérique du Sud, quasiment pas dans le sud de l'Afrique, pas ou très peu en Russie, et puis, heureusement, il y en a dans d'autres endroits, comme la Chine par exemple, et vous voyez qu'il n'y en a pas non plus en Australie. Donc vous voyez que le gypse naturel n'est déjà pas bien réparti. Autre problématique, vous avez ici les prédictions de la production d'électricité par différentes techniques en fonction du temps, ramenées à 100%, et vous voyez que la partie charbon, qui est en noir, vous pouvez mal le lire, mais peu importe, prenez, est prévue, et déjà à diminuer, mais est prévue diminuer assez fortement
en fonction du temps jusqu'à 2050. Donc même la source de gypse synthétique que je vous ai décrite tout à l'heure est en train de disparaître. Donc si vous combinez des mines qui ne sont pas forcément très bien réparties au niveau mondial et qui sont bien évidemment exploitées, au fait que les gypses synthétiques sont eux-mêmes en quantité prévue pour disparaître, en tout cas pour diminuer, voilà les prévisions telles qu'elles sont, eh bien, vous vous trouvez avec un problème de ressources premières. Où trouver notre gypse pour fabriquer des plaques de plâtre? Alors on le verra bien sûr à la fin que le recyclage va être à terme la solution la meilleure, mais même si elle commence à se développer, c'est une solution qui reste pour le moment chère et difficile à mettre en œuvre. Une source possible, c'est ce qu'on appelle le phosphogypse. Alors qu'est-ce que c'est que le phosphogypse? C'est toujours du gypse, c'est toujours du sulfate de calcium, mais qui est un sous-produit de la fabrication de l'acide phosphorique qui sert à faire des engrais. Et il y a des quantités très 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 importantes d'engrais qui sont fabriqués par ce procédé, et donc il y a une quantité très importante de gypse de cette origine, donc de phosphogypse. Le problème, c'est qu'il y a deux sources de ce... Alors ça se fait simplement par échange entre, disons, les phosphates et les sulfates. Les deux sources sont une source sédimentaire qui est difficile d'utilisation car elle contient des éléments radioactifs. Et donc, en particulier dans notre cas, nous n'utilisons absolument pas, même si ce sont les quantités principales. Et puis une source ignée de roches qui ne sont pas radioactives et que nous pouvons utiliser. Mais c'est compliqué d'utiliser cette source-là de phosphogypse pour différentes raisons, des raisons liées à la qualité ou à la constance de la qualité de cette matière première, qui est bien moins bonne que celle issue des centrales à charbon, et puis un problématique aussi de quantité d'eau, où il faut utiliser des quantités d'eau supplémentaires et donc un peu trop importantes. Mais on voit se développer de plus en plus des plaques de plâtre faites après du gypse d'origine phosphogypse. Alors, deux autres exemples liés à des problèmes d'accessibilité. Vous avez par exemple ici les mines de charbon. Alors je vais reprendre l'exemple de Pont-à-Mousson, donc de tuyaux de fonte, qui se fait avec du minerai de fer et du charbon. Et vous voyez fort bien ici qu'il y a des territoires où le charbon est rare, en particulier l'Amérique du Sud. Et en Amérique du Sud, nous fabriquons des tuyaux de fonte. Nous avons des magnifiques usines. Nous sommes même leaders de tuyaux de fonte en Amérique du Sud. Nous avons une très grosse usine au Brésil. Et nous n'utilisons pas de charbon, mais nous utilisons du charbon de bois. Et ce que nous faisons, c'est que nous avons des forêts que nous gérons nous-mêmes, d'eucalyptus, qui sont gérées de façon... Alors, les règlements au Brésil sont très sévères sur la biodiversité et sur le côté renouvelable du bois que l'on utilise pour faire du charbon de bois. Et ce charbon de bois, nous le fabriquons dans des fours qui sont... Alors, c'est plus tout à fait cela. On a des fours un peu plus modernes maintenant qui permettent de fabriquer ce charbon de bois. Et évidemment, la quantité de charbon de bois que nous fabriquons est remplacée par des quantités identiques de plantations d'eucalyptus, ce qui fait que c'est neutre au niveau CO2. La raison principale et historique, c'était l'absence de charbon, mais ça a aussi comme conséquence, et ce n'est pas négligeable dans les temps qui courent, que nos tuyaux de fonte fabriqués au Brésil ont moins de CO2, puisque ce sont des hauts fourneaux qui fonctionnent avec du charbon de bois et pas avec du charbon normal. Autre exemple sur lequel nous travaillons, toujours dans cette idée de remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables, dans le cas des bouteilles. Donc nous avons une entreprise qui s'appelle Veralia, qui fabrique des bouteilles de verre. Vous en avez certainement entendu parler, puisque c'est à l'origine du recyclage du verre, qui est certainement le matériau le plus recyclé, en dehors évidemment des métaux, dans le monde. Alors là, de nouveau, procédé un peu compliqué. Vous avez, alors je vais le faire par des sites, mais enfin en gros vous avez un four verrier qui fabrique du verre, puis après il faut transformer le verre en bouteille. Alors comment on fait? Alors d'abord le four lui-même, donc ça c'est un four typique pour fabriquer des bouteilles de verre, donc un four verrier moderne. Je n'ai pas le temps de décrire cela, mais je vais vous montrer comment on fabrique les bouteilles de verre. Donc un petit film qui fabrique ce qu'on appelle la paraison. Alors qu'est-ce que c'est que la paraison? Vous avez le verre en fusion qui passe dans une gorge et qui arrive jusque là, et puis vous en faites une sorte de petite saucisse qu'on coupe et qui tombe directement dans des moules qui sont des pré-moules qui commencent à mouler la bouteille, mais comme vous allez le voir de façon extrêmement
simple dans un premier temps. Donc vous avez ici le résultat, c'est-à-dire le moule, ce qui sort de ce moule de paraison, qui est juste en fait une sorte de... On a soufflé un peu d'air, on a fait un creux à l'intérieur de ce cylindre de verre. Et ce creux va dans un autre moule qui, lui, a la forme de la bouteille. On va le voir tout de suite. Et soufflé comme une bouteille de verre, mais ça, c'est automatique, c'est fait avec un appareil, c'est plus fait avec des verriers, mais on le voit à la fin, soufflé et directement transformé en bouteille de verre. Vous voyez ici les bouteilles de verre. À l'arrière de ça, vous avez ces moules où il y a la partie de soufflage, et ensuite vous avez les bouteilles qui sortent directement et qui fabriquent la bouteille. Alors c'est une usine de fabrication de bouteilles est extrêmement impressionnante parce que les cadences, comme vous avez pu le voir sur ces films, sont extrêmement importantes, et donc vous avez des fabrications de bouteilles par jour qui, alors je n'ai pas le nombre en tête, mais enfin c'est extrêmement impressionnant. Vous avez le stock de 2-3 jours, ça remplit des milliers de mètres carrés d'entrepôts autour de l'usine. Alors, je voulais quand même vous montrer ceci parce que c'est quand même impressionnant. C'est l'évolution de la consommation spécifique, donc par kilo de verre, d'un four verrier depuis, vous voyez, les années 20. Vous voyez qu'on a quasiment diminué d'un facteur 10 la quantité d'énergie utilisée pour fabriquer ces bouteilles de verre. Et ce que vous avez ici en rouge, c'est ce qu'on appelle la limite thermodynamique, c'est-à-dire la quantité de chaleur qu'il faut pour chauffer la matière première et la fondre, ajoutée par la réaction d'enthalpie qui dégage le CO2, parce que dans la fabrication du verre, vous dégagez du CO2, et c'est une réaction chimique endothermique, donc il faut de l'énergie pour compenser cette réaction chimique. Et ça vous donne une limite qu'on n'est pas loin d'atteindre. Aujourd'hui, dans les fours de Veralia, vous êtes relativement proche de l'énergie thermodynamique minimum qu'il faut pour fabriquer du verre. Alors, en plus, on prend souvent du verre recyclé, donc on utilise ce qu'on appelle du calcin, et là, on n'a évidemment pas la partie chimique à mettre, on a juste la partie chauffage pour faire fondre, et c'est à peu près pas moitié-moitié, mais pas loin de la moitié de l'énergie. Et en plus, on a la problématique du CO2. Alors, qu'est-ce qu'on a comme projet ? Eh bien, avec un certain nombre de partenaires, dont d'ailleurs des partenaires universitaires, on essaye d'utiliser de la biomasse, c'est-à-dire du gaz de synthèse, venant d'origine biomasse, pour pouvoir remplacer une partie du gaz fossile que nous utilisons. La façon dont nous fabriquons ça, c'est assez simple. C'est la technique classique du gaz de synthèse, la même technique que l'on utilisait avec de la houille à l'époque pour faire le gaz de synthèse, celui qui était à tous les étages des immeubles de Paris au début du siècle dernier. C'est-à-dire, vous mettez une source de carbone, vous mettez de l'eau, vous portez ça à haute température, et vous avez un mélange d'hydrogène et de CO qui vous amène un gaz qui est combustible. Sauf que là, il n'est pas comme origine le charbon, mais comme origine du carbone qui vient de la biomasse. Alors, dans le cas présent, puisque c'est pour faire des bouteilles de champagne que nous utilisons ce procédé, la biomasse, c'est simplement les coupes de sarment qui résultent de la culture de la vigne, et donc c'est vraiment, y compris, une source de matière première locale. Donc l'idée, c'est de faire ça. Alors, peu importe le procédé, il est un peu compliqué. Voilà, sur le site de notre usine qui est à Ouary, en Champagne, qui fabrique donc ces bouteilles de champagne, nous avons aménagé ici une usine de fabrication de gaz de synthèse à partir de sarment de vigne, et c'est cette usine qui produit. Alors, on a commencé des essais industriels, on met 10-20% de gaz de synthèse origine biomasse à l'intérieur de notre gaz. On a des problématiques techniques qui sont en train d'être résolues. Il nous reste des problèmes de coût. Malgré tout, ça reste sensiblement plus cher que le prix du gaz naturel. Mais on voit bien que ce sont des situations où on peut envisager de remplacer, en tout cas en partie, à terme, un gaz d'origine fossile par un gaz d'origine renouvelable. C'est l'objectif. Un autre exemple, sur le remplacement, pareil, de carbone d'origine fossile, pétrole, mais dans des matériaux plus sophistiqués, puisqu'il s'agit là de polymères, par des carbones d'origine biomasse renouvelable. Alors j'ai pris l'exemple de la laine minérale. Alors là encore, je vais en profiter pour vous donner quelques notions sur le procédé de fabrication de la laine minérale.
Donc la laine minérale, qu'est-ce que c'est? C'est des fibres de verre extrêmement petites qui forment ce sorte de coton avec lequel on isole les bâtiments. Et le procédé est de la façon suivante. De nouveau, un four verrier qui fabrique donc du verre fondu, qui passe dans des choses, comme vous allez le voir, qui ressemblent beaucoup à un procédé de fabrication de barbe à papa. C'est-à-dire vous faites passer ce liquide fondu dans une assiette qui tourne à toute vitesse avec des petits trous, qui étirent le verre en forme des fibres, et ensuite vous collectez ces fibres sur un matelas dans lequel vous mettez un liant, et c'est évidemment ce liant est fait à base de polymère, et l'idée, le marché lui-même de la laine de verre remplace de plus en plus ce liant qui est d'origine polymère par un liant d'origine naturelle, c'est-à-dire fait avec un polymère issu de la biomasse. Alors le procédé lui-même, voilà, vous avez ici l'assiette. Donc vous avez une assiette qui tourne à toute vitesse, des petits trous qui sont situés sur le côté de cette assiette, et le verre qui tombe, fondu qui tombe dedans est projeté, voilà, dans l'assiette, excusez-moi, l'assiette est ici, je me suis trompé, l'assiette est ici, le verre est projeté sous forme de fibre. Ici, vous rajoutez le liant, c'est le polymère, pour venir coller les fibres, qui tombent sur un matelas, se collent entre elles et finissent par faire ce que vous connaissez comme matériau isolant, c'est-à-dire un ensemble de fibres qui a de la tenue mécanique, qui vous permet bien évidemment de le couper et de le placer. Alors, juste, voilà une usine, voilà quelques petits films, vous avez compris que j'avais un peu envie de vous divertir. Voilà ici une assiette qui est en train de tourner. Ce que vous voyez ici, c'est les fibres de verre en train d'être fabriquées, et vous allez les voir mieux tout à l'heure, mais vous voyez ici la rotation de l'assiette avec ce verre qui est projeté. Alors, vous allez ici avoir, alors il faut le mettre verticalement, c'est horizontal, mais imaginez que ce soit vertical. Vous avez ici la fabrication de ces fibres de verre. Je vous ai parlé de barbe à papa, c'est tout à fait ça. Vous avez ces fibres de verre qui sortent de l'assiette ici, donc ça devrait être à 90 degrés pour que ça soit dans la réalité. Et vous avez donc cette fabrication de laine de verre qui ensuite, à peu près à ce niveau-là, est enduit du polymère dont je vous parle, qui va venir permettre le collage des fibres. Excusez-moi, dernier petit film, tant qu'à faire, vue par en dessous. Voilà, donc vous voyez l'appareil, l'assiette qui tourne vue par en dessous avec ces fibres qui sortent. Alors, bon, ça c'est un procédé historique, voilà, c'était pas le procédé de mais c'était de la laine de verre qu'on fabriquait au début du siècle dernier. Alors, ce polymère qui vient coller ces fibres de verre, au départ, était un polymère qui venait fait avec ce qu'on appelle le polymère uréformol, hein, la polymérisation du formol avec de l'urée, qui a haute teneur de formaldéhyde et posait des problèmes. On est passé il y a quelque temps à un autre type de polymère, polyphénol, mais toujours avec des quantités de formol importantes. Et comme vous le savez, le formaldéhyde est un composé qui est nocif pour la santé. Il a été classé récemment à certains taux, quand vous dépassez un certain taux, comme étant un produit carcinogène. Et donc, il y a eu un mouvement pour voir comment on pouvait se débarrasser de ça. Et donc, la première chose, voilà, ça c'est la classification en 2006 qui demande d'être en dessous d'une certaine quantité qui est très 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 faible de formaldéhyde. On a donc développé des résines toujours d'origine polymère, donc avec des résines polyphénoliques extrêmement basses en taux de formol. On a maintenant des produits, par exemple en France, qu'on appelle G3, où le taux de formol est quasiment nul et très bas. Mais en même temps, on est allé remplacer toute cette chimie d'origine pétrole par une nouvelle chimie d'origine biomasse, une chimie qui est en fait la polymérisation de sucre par des acides, de l'acide citrique, donc 100% naturel. Vous prenez du sucre, vous mettez de l'acide citrique, vous pouvez faire des polymères, et ce sont ces polymères qu'on appelle maintenant des green binders, green parce que d'origine biomasse, qui remplacent les polymères d'origine de pétrole. Alors vous avez ici des exemples, voilà, d'avantages, les avantages que nous avons à remplacer ces résines d'origine synthétique par des résines d'origine biomasse. Ça, c'est la solution historique. Voilà, la fabrication des polymères de polyphénol. Et là, vous avez la nouvelle solution, qui sont des sucres que vous polymérisez avec de l'acide et qui vous fait des green binders. C'est maintenant sur le marché aux États-Unis, c'est sur le marché en Suisse, et petit à petit, nous développons cette solution dans l'ensemble des pays au niveau du monde. Voilà, avec tout un chose. Voilà. Alors,
Dernier exemple, ou presque dernier exemple, qui est assez impressionnant, toujours avec des problèmes environnementaux, c'est, on en a parlé tout à l'heure, le ciment. Alors, nous avons une activité qu'on appelle Weber et Boutin, une activité historique qui fait des mortiers, et cette magnifique société, évidemment, historiquement, utilise le ciment classique, dit ciment de Portland. Ce n'est pas tout à fait ce que Madame a présenté, mais c'est la partie qu'elle n'a pas présentée, c'est-à-dire la partie anglaise qui a développé le ciment de Portland, qui est maintenant le ciment classique utilisé partout, et dans ses produits. Donc, c'est un mortier, c'est du sable avec du ciment, des additifs, pour faire ce mortier monocouche qui permet, ou ces cols-carrelages qui permettent de rendre la vie des artisans plus facile plutôt que de faire eux-mêmes les mélanges. Alors, évidemment, le ciment est un très grand générateur de CO2. Vous savez que c'est probablement la matière première dans laquelle il y a le plus de CO2 stocké. Et quand on parle de climat, le ciment est tout de suite assez visé. Alors, le ciment, il fait partie, et là je ne rentre pas de nouveau dans un cours de ce qu'est le ciment, etc., mais le ciment de Portland dont je parle, il est là dans un diagramme de phase classique de représentation de fluide hydraulique, de liant hydraulique, pardon. Vous voyez qu'il y a d'autres types de ciments qui se situent différemment. Alors en fait, il y en a un qui nous intéresse beaucoup, c'est le laitier, ici, parce qu'en fait, en broyant du laitier, en le préparant de façon un peu spéciale, on en fait aussi un liant hydraulique. Et toute la problématique de Weber a été de remplacer ce ciment-là par du ciment issu de laitier. Alors pourquoi c'est intéressant, le laitier ? Vous savez que c'est un produit, le laitier est un produit un déchet de la fabrication de l'acier, et donc de la fonte aussi, mais enfin plus généralement de tous les aciers. Et ce laitier, il est donc sans CO2. Pourquoi ? Parce que le CO2, il est attaché au produit noble qui est l'acier, et donc comme c'est un déchet, il n'a plus de CO2 au sens réglementaire qui lui est attaché. Et donc, récupérer ce déchet et en faire un produit de base pour faire des ciments, c'est évidemment amener un ciment bas CO2 ou même sans CO2, ce que Weber a fait. Et la première des choses, et là on est de nouveau dans une problématique de matières premières, c'est recenser l'ensemble des sites industriels, donc quelque part qui produisent de l'acier ou de la fonte ou du fer, qui permet de récupérer ces laitiers pour savoir où est cette source de laitier, un peu comme si on était à chercher des sources de minerais de fer. Et cette source de laitier, vous les voyez ici sur la carte de l'Europe, vont nous permettre d'avoir des sources éventuelles pour fabriquer des mortiers, et c'est ce qui a été fait. Alors, de façon assez impressionnante, Weber a vraiment, en quelques années, développé cette technologie, c'est reformuler tous ses produits avec du laitier plutôt que de ciment de Portland, et développer un peu partout. Alors, je vais vous montrer les produits. Alors ça, c'est en Allemagne. Alors en Allemagne, qui est le premier produit où ils ont introduit ce mortier bas CO2, ils avaient une publicité qui est celle-là, qui comparait finalement combien en termes de CO2 vous économisez si vous utilisez son produit. Eh bien, un sac de ce produit était équivalent à ce que génère en CO2 700 km d'une camionnette. Donc chaque fois que vous utilisez un sac, c'est comme si vous sauviez en termes de CO2 700 km de voyage en camionnette. C'est la publicité qu'ils en avaient fait, et ce produit a eu un très grand succès. Et puis en plus, elle a des performances supplémentaires. En particulier, ce sont des produits qui sont moins irritables que les produits au ciment de Portland, et donc ça a été un progrès supplémentaire d'application. Et vous avez ici les différents produits où Weber a introduit ce mortier bas CO2. Et au bout du compte, vous voyez que maintenant, 70% des produits de Weber sont maintenant vendus avec du ciment sans CO2, et donc plus du ciment de Portland, mais de ses laitiers. Voilà. Et puis pour finir, la problématique du recyclage, je la passe très vite et je vous fais un clin d'œil avec Versailles et l'histoire que je vous ai racontée au début. Le plâtre, bon, je ne reviens pas, évidemment, l'objectif c'est d'utiliser de plus en plus de plâtre de recyclage. On a développé des procédés pour pouvoir recycler aussi la laine de verre avec une technologie qu'on appelle brûleur immergé. Je n'ai pas vraiment le temps de vous détailler tout ça. Et puis pour Pont-à-Mousson, eh bien évidemment, recyclage du métal, recyclage de la fonte. Et merveilleux exemple, ces tuyaux, ce sont des tuyaux qui ont été extraits de Versailles lorsqu'il y a quelques années seulement, Versailles, la fin du XVIIe siècle, les tuyaux pour un grand nombre de conduites des grandes eaux de Versailles ont été extraits, ils dataient de l'époque, 300 ans, extraits, les voilà, récupérés, et vous avez ici
finalement un peu des 350 ans de Saint-Gobain, les tuyaux de fonte extraits des canalisations de Westweiler posés il y a maintenant plus de 3 siècles, et puis les nouveaux tuyaux de fonte qui remplacent ces canalisations après 300 ans. Et bien sûr, ces tuyaux ont été refondus pour faire de la fonte, et donc sont recyclés sur une période de temps un peu longue, certes, mais tout de même. Merci beaucoup de votre attention.